changé de titre parce qu'on m'a demandé quand j'étais dans un état d'épuisement avancé quel serait le titre de la conférence. Donc j'ai donné ça au départ, mais finalement je me suis dit que ce dont j'aimerais parler, c'est l'éternel combat de Hypnos et de Prométhée. Hypnos étant la figure exemplaire du soleil, Prométhée étant la figure de l'ascension, de l'éveil, de la vigilance, de l'ambition conquérante et une sorte de figure de la prétention à s'égaler aux dieux et qui refuse pour ça, évidemment, il est associé au soleil, au ciel, à la lumière, au feu qu'il finit par voler aux dieux et qui est le refus du monde de la nuit, du monde des enfers et évidemment d'un sommeil restaurateur. Donc j'aimerais montrer que nos sociétés sont profondément travaillées par cette contradiction et quand je dis que nos sociétés travaillent par cette contradiction, je veux dire aussi que nous-mêmes, dans nos corps, dans nos processus neuronaux, cognitifs, dans nos valeurs, dans nos désirs, nous sommes travaillés par des ambiguïtés profondes qu'il faut qu'on a envie de dormir et on n'a pas envie de dormir, qu'on trouve que c'est bien de dormir et au fond que c'est nul de dormir. Et j'essaierai de montrer comment ces contradictions ont pris forme et comment elles travaillent encore aujourd'hui. Je ne suis pas un gourou du sommeil, absolument pas. J'espère ne jamais être le gourou de la vie. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs la Chine et non pas l'Inde. Et je vais partir de considérations très simples en espérant que vous me suivrez tout du long parce que je me réfère non pas à des tests savants mais à des expériences assez communes que chacun peut refaire, faire ou refaire. Alors, je partirai de cette idée qu'on parle de s'endormir, de dormir ou de s'endormir. Vous êtes d'accord, sans être spécialiste de grammaire, dormir est un verbe et s'endormir est aussi un verbe. Alors on dit je marche, je lève le bras, je me lave les dents, je crache par terre, je ferme mon écran d'ordinateur et puis je dors et je m'endors. Alors là déjà il y a un problème de grammaire parce que dormir n'est pas du coup un verbe d'action. Le problème c'est que la langue nous induit à penser que c'est une action que l'on rapporte à un sujet comme se mettre au lit. Mais en fait je vais vous montrer que la grammaire du sommeil est bien plus capricieuse que cela. Dormir, s'endormir, ce n'est jamais une action volontaire. Ce n'est jamais quelque chose que nous décidons de façon causale parce que nous l'avons décidé. Il y a là une illusion fondamentale. Si je m'endors, c'est bien parce que je l'ai décidé, que je l'ai voulu, j'ai décidé que j'allais dormir. Alors là, je pense qu'il y a une illusion fondamentale, on appelle un leurre. C'est un leurre à la fois moral et cognitif. C'est pas parce qu'on a décidé avant qu'on a été la cause de son sommeil. En fait, profondément, et je pense que si vous êtes un petit peu attentifs dans ces moments magiques entre la veille et le sommeil et ce qui se passe, vous voyez toujours qu'on est gagné par le sommeil, on est colonisé, on est sous l'emprise du sommeil, le sommeil nous possède, ce n'est pas nous qui le faisons venir au même rang qu'une action physique. Et pourtant, et c'est là où les choses sont assez diaboliques, dès qu'on essaye de le convoquer délibérément, il devient aussi fuyant que la grâce, aussi capricieux que l'inspiration. La difficulté n'est pas seulement de ne pas trouver le sommeil, elle est de vouloir dormir, elle est la volonté active de sommeil. Comme dans tant de domaines de l'expérience humaine, l'effort même pour atteindre un certain état le rend inatteignable. On ne peut pas décider de ressentir un sentiment amoureux, d'être dans un état d'humeur radieuse, d'avoir une foi brûlante en une divinité quelconque. De même, l'effort pour endormir est complètement contre-productif parce que l'endormissement fait partie de ces merveilleux états qui non seulement sont involontaires, mais sont même mis en déroute par ma volonté et le calcul pour les faire advenir. Alors, vous avez peut-être beaucoup d'objections en disant « et si on prend l'exogile ? Et si on prend un sédatif ? Et si on pratique des méthodes respiratoires ?» J'y répondrai, je vous assure, ce sont des choses que je mûris et que je bullshit depuis longtemps, notamment dans mes nuits d'insomnie. Mais moi, je suis un insomniaque heureux. J'ai peu d'insomnie, et quand j'ai une insomnie, je me dis toujours chouette, c'est l'occasion de faire quelque chose d'inhabituel. Je vous parlerai de l'insomnie un peu plus tard, parce qu'évidemment, il y a des formes très complexes d'insomnie, dont l'insomnie fatale et mortelle, dont je vous dirai 3 mots, pour donner une petite note de gravité avant un dénouement plus heureux. Alors, j'ai montré dans des travaux précédents, certains états ne peuvent être atteints par un effort conscient
et donc sont empêchés par le désir même de les faire advenir. Évidemment, c'est dans ce cadre-là que je parle du sommeil. Je prends le sommeil comme ce qu'on pourrait appeler un état optimal. Pourquoi optimal? Parce que c'est un état qui nous paraît désirable, associé profondément à l'idée de bien-être ou de bonheur, et qui représente une sorte de fin en soi. L'état d'inspiration, l'état d'amour, l'état de créativité sont des états également optimaux. On les recherche pour eux-mêmes, on ne les prend pas comme de purs moyens ou autre chose. Le problème, c'est que quand on prend le sommeil pour autre chose qu'un état optimal, quand on le prend comme un pur moyen de récupérer pour faire autre chose, on commence insidieusement à saboter la quantité et la qualité du sommeil nécessaire. Autrement dit, on ne dort pas bien parce qu'on le veut, hein, on ne dort bien que lorsqu'on a cessé de vouloir dormir. Alors attention, là je fais une petite... au départ, je viens du monde de la logique. Donc, je vais dire ne pas vouloir dormir, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas dormir et qu'on veut le contraire du sommeil. Simplement, quand on s'endort, on n'est plus dans un état de volonté tendue, active, vers quelque chose. On a juste cessé de vouloir. Donc, cesser de vouloir dormir, ça n'est pas vouloir rester éveillé. C'est simplement dissoudre les intentions. Dissoudre une intentionnalité trop forte qui nous maintient dans un état incompatible avec la détente nécessaire pour céder à l'endormissement. En logique, c'est ce qu'on appelle en fait une négation interne et une négation externe. Quand vous ne voulez pas A, ça ne veut pas dire logiquement que vous voulez non A. En tout cas, pas systématiquement. Mais c'est une autre question. Il me semble que un grand nombre d'échecs dans nos embarras quotidiens provient du fait, non pas que nous manquons de volonté, ça peut arriver aussi, mais ça provient souvent d'un excès de volonté. Quand il s'agit du domaine amoureux, du domaine du désir, de la sérénité, de l'insouciance, de l'improvisation musique, de la résolution des problèmes en mathématiques, en fait, dans tous ces états-là, on voit qu'il y a certains processus spontanés qui ne tolèrent pas la planification, la volonté ou l'intentionnalité. Je vais envisager, par exemple, l'insomnie dans cette perspective. L'insomnie, c'est une expérience limite. C'est celle d'un sujet qui échoue à faire advenir un état qu'il désire intensément et qui découvre, d'ailleurs dans cet échec, on a le temps d'y penser en se retournant dans son lit des heures et des heures, et qui découvre dans cet échec donc les limites fondamentales de notre vouloir et du contrôle que nous avons sur les fonctions les plus banales de notre corps. Plus nous sentons le besoin de devoir dormir à l'aube d'une journée que l'on sait éreintante, ou d'une suite de jours que l'on va pressentir pour épuisant, ou si on se dit qu'on va se lever à 3 heures ou 4 heures du matin, qu'on va attraper un avion, évidemment, plus l'enjeu de dormir se présente à notre esprit, plus il va être évidemment difficile de s'endormir. Le sommeil va devenir une source de fixation qui, paradoxalement, va faire fuir le sommeil. Une source de nervosité, de préoccupation, qui nous plonge encore une fois dans un état contradictoire avec celui que nous recherchons. En somme, le sommeil appartient à une famille d'états que la volonté ne peut ni produire ni provoquer directement. Plus on tente activement et directement de dormir, plus le soleil se dérobe. Alors, on va toujours me citer un maître yogi ou un travailleur japonais épuisé dans le métro qui arrive à dormir sur commande. Alors, en fait, je demande à voir parce qu'il est très difficile de distinguer quelqu'un qui cède simplement à l'épuisement dans les occasions où il a une opportunité pour dormir, et quelqu'un qui est vraiment pleinement éveillé et arrive à susciter le sommeil en 3 minutes. De toute façon, je parle pour vous, pour moi, le commun des mortels. Je ne prends pas des miracles anthropologiques pour démonter toute une théorie. Les insomniaques sont donc pris dans un paradoxe assez cruel. Plus ils essayent de dormir, plus leur effort semble repousser le sommeil. Le sommeil, en ce sens, correspond à un parfait état
de ce que les penseurs chinois ont appelé l'état de non-agir, c'est-à-dire non pas de pure passivité molle, hein, non pas de l'inertie du mollusque, mais dans un état où on laisse les processus naturels se développer pleinement sans les faire interférer avec notre volonté, nos désirs ou des projections abstraites. Hein. Un état où la volonté et la conscience sont au repos, mais qui est un état en fait actif de récupération. En fait, le sommeil est une phase active de gestion des émotions passées, de préparation des échéances futures et la condition d'éclosion des états les plus heureux. L'aise, la grâce, l'humeur radieuse, l'humour, l'imagination, le désir sensuel, le sentiment amoureux, l'esprit vif, la mémoire fidèle sont conditionnés par la qualité de notre sommeil. Alors, je vous invite à faire circuler ce petit document qui répertorie de façon très synthétique les 40 ans d'études sur le sommeil, les bienfaits du sommeil et les méfaits de l'absence du sommeil. Je demanderai à Marc de le mettre en ligne sur l'Institut Raphaël. Autrement, moi, je le mettrai en ligne sur ma page web de recherche et d'articles sur le site, c'est le site academia.edu, education, academia.edu. Là, si vous entrez mon nom, vous allez trouver plusieurs publications, dont ce document que je rendrai public. En gros, la main du sommeil qui ferme nos yeux, hein, le soir, est aussi une main qui masse notre cerveau, hein, qui lui propage des ondes, qui le nourrissent, qui fortifie le corps. J'ai parlé d'état optimal pour parler du sommeil comme de certains états qui sont hostiles à la volonté. Si vous avez fait un brin de latin, et si vous n'en avez pas fait, ça n'a aucune importance, le contraire d'être optimal, c'est logiquement pessimis. C'est même que les optimistes et les pessimistes, on parlait d'un état optimal et d'un état pessimal. Qu'est-ce qu'un état pessimal? Eh bien, pour ce qui nous occupe toujours ensemble, hein, je vous le mets en mille, c'est un sommeil qui ne vient pas, qui se dérobe sans cesse, quand nous sentons que nous entrons dans une nuit qui commence dangereusement à blanchir. Alors, la simple pensée que la nuit sera difficile, ou l'autosuggestion qu'il ne sera plus possible de dormir, accentue l'anxiété, avive la colère ou la frustration. Qu'est-ce que j'entends à cet égard par l'état pessimal? J'entends par là un état négatif dont la simple pensée suffit à en déclencher le symptôme. Par exemple, si j'étais bègue, je me disais, ça y est, je sens que je vais commencer à bégayer, là ça ne va pas, et la simple peur que le symptôme se déclenche va sans doute provoquer l'apparition du symptôme. Même chose pour le trac. Hein. Je dis, ça y est, je vais avoir le trac, là je me sens, tout le monde me regarde, c'est horrible, ça y est, on a la voix nouée. Alors évidemment, on ne souhaite pas le partir que connaissent les jeunes comédiens. Même chose pour les gens qui rougissent facilement. S'ils voient dans le regard de quelqu'un qui commence à rougir, ils se disent « Ah, il ne faut pas que je rougisse », et ça y est, ils sont évidemment écarlates comme une tomate quelques secondes plus tard. Ça, c'est ce que j'appelle un état festival, où même les conduites d'évitement de cet état-là suffisent à déclencher cet état redoutable, hein, redouté et redoutable. Mais je dirais que l'insomnie est un cas exemplaire, hein, de ces états où les études scientifiques l'ont bien montré, quand on se dit « je vais encore passer une nuit de merde », donc il faut préparer soi-même la défaite de la nuit à venir. Hein. On dit « je suis certain, ça, au moment où je suis fatigué, mais ça ne lâche pas, au dernier moment, j'ai une petite crispation, ça y est, je suis reparti pour tout un cycle. Hein. » Ça, c'est un cauchemar qui, plus il est anticipé, hein, plus s'inscrit dans notre corps. Hein. C'est l'enfer. C'est ça, c'est la spirale infernale où quand l'aube blanchit à la fenêtre, on a l'impression d'une vague délivrance, même si on est comme un bagnard épuisé qui s'apprête à reprendre ses chaînes dans le labeur quotidien. Alors, il suffit par exemple de dire à quelqu'un qu'il est décisif qu'il dorme bien avant une journée très difficile pour le mettre dans un état, hein, où le sommeil ne sera pas facilité. C'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, hein, ou contradictoires. On lui dit « dors bien parce que tu vas en avoir besoin demain matin, pour faire d'avant. Hein. »
Alors, évidemment, ça fait partie de ces formules, qui provoquent le contraire de ce qu'elles semblent souhaiter, hein, le contraire de l'injonction de soi. Alors, j'en ai analysé pas mal dans l'usage du bit, de ces espèces de formules sadiques. Soit elles ne servent à rien, comme par exemple « sois heureux » ou « passe de bonnes vacances ». L'idée de s'appliquer à passer de bonnes vacances peut être une source de soucis et de culpabilité, donc complètement inutile, puisqu'elles sont contraires à la spontanéité requise pour passer de bonnes vacances. Et dans le cas de la nuit, alors passe une bonne nuit, encore c'est relativement neutre, ça fait partie des usages normatifs de la langue. Et on se dit passer une bonne nuit parce que demain, ça va vraiment être amusant. On comprend qu'on met le dormeur en situation difficile. Hein. Il y a toujours des parents un petit peu d'herbert, hein, ou des amis mal intentionnés qui vous donnent ce genre de souhait juste avant de refermer la porte. En gros, plus l'enjeu est fort et plus la tension s'accroît, et plus le relâchement, la détente, le laisser-faire, le naturel sont entravés par des forces conscientes de contrôle, d'anticipation anxieuse. C'est évidemment ce qui rend les tournois, les compétitions, les examens, les auditions, les entrevues, etc. Si difficiles, parce qu'il y a une pression mentale, une pression nerveuse qui altère le fonctionnement fluide de processus autrement spontanés. En fait, il ne faudrait jamais dire à quelqu'un qui se retrouve en quart de finale dans un quart d'heure ou qu'il a un entretien de travail décisif et c'est maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui seraient tout à fait soulagés. On les prenne tout d'un coup à l'improviste pour leur dire « Eh bien, c'est maintenant, hein, c'est d'avancer », plutôt que de rester dans un régime d'anticipation soucieuse. Ce qui nous amène à cette idée toute simple, mais quand on a fait le cheminement, c'est plus intéressant, que le sommeil n'est pas un acte, mais un événement. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que dormir soit un verbe au même titre que les autres. Dormir n'est pas faire, dormir c'est toujours être saisi par quelque chose, ce n'est pas une tâche, c'est un processus de transformation quotidien qui relève d'une logique événementielle. Le sommeil surgit, advient, colonise notre cerveau et notre corps, hein, il ne sera jamais quelque chose que nous décidons. Alors que pouvons-nous faire? Eh bien, j'essaierai de montrer qu'au mieux, nous pouvons nous disposer à l'accueillir d'une façon favorable, en essayant d'accompagner cette extinction de la conscience. Vous avez peut-être remarqué que dormir est une des rares choses que nous mimons avant qu'elle advienne. Quand on se dit qu'on va jouer au tennis, on se met à faire comme ça dans la rue. Quand on va manger, on commence pas à faire Si on salive. animer la masse. Oui, alors on salive, mais on commence pas à mastiquer comme ça. Alors que quand on se met au lit, on s'allonge, hein, on se met immobile, hein, on arrête de parler, on ferme les yeux, et en un sens, on mime le dormeur que l'on va devenir, ou que l'on espère devenir. C'est quand même assez troublant comme délai anthropologique. Alors voilà, et pourtant, nous ne pouvons guère faire mieux que cela. Alors, un conseil que je donnerais personnellement, mais vous dites, mais quelle autorité vous avez donné ça? Celle d'un dormeur qui d'âme, ne jamais rester au lit plus d'un quart d'heure si l'on voit qu'on est parfaitement éveillé. Hein. Jamais couper tout de suite court à cette routine qui va nous entraîner dans une spirale de fébrilité et de frustration. Quand j'étais jeune, j'ai envie de dire quand j'étais jeune et beau, il y a 30 ans, j'avais commencé mes travaux de thèse sur les exercices spirituels qui avaient été développés en Chine ancienne, on les comparait aux exercices spirituels développés en Grèce antique. Hein. J'avais vu qu'il y avait les exercices respiratoires, géniques, des pratiques de visualisation assez intéressantes qui visaient à faire une sorte d'homme accompli. Et en fait, on voyait que en Grèce comme en Chine, quels sont ces exercices dont parlent les stoïciens, dont parlent les épicuriens, dont parlent les hédonistes, etc. Ça concerne toujours le régime de vie, la conduite pendant le jour, la nourriture, l'exercice physique, l'interlocution avec autrui, la façon d'incarner des vertus, et en fait, jamais le sommeil. C'est assez intéressant de voir que
Aujourd'hui, on sait que le sommeil est décisif, hein, pour l'humeur, pour les liens entre la raison et les émotions, pour la consolidation des procédures et des processus mnésiques, pour une sorte d'égalité d'âme, hein, ce que les latins appelaient l'équanimité, hein, et pourtant personne ne réfléchissait sur le sommeil. Au contraire, le Spezia se revigorer de façon permanente, pas céder à l'inertie du corps, à l'épuisement. Et je me suis demandé pourquoi il y avait cette absence flagrante de cette activité qui est quand même la condition même de la santé et du bien-être et qui donc agit sur notre morale. On peut parler de morale comme exercice des vertus, la bienveillance, la justice, le sens de l'humanité, la compassion, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas être quelqu'un de moral si on n'a pas de morale. Et quand on est fatigué, on est démoralisé. Donc il y a une question morale, il y a une question un concept, c'est le concept de souffle ou d'énergie en Chine qui explique que pour être une créature d'abord vertueuse, lumineuse et ouverte à autrui, il faut soi-même être en forme, on ne peut pas être épuisé. Hein. Et pourtant, le sommeil n'est jamais pris en compte dans cette tradition. Et je me suis demandé pourquoi. À mon avis, c'est que le sommeil échappe tellement à la causalité, échappe tellement aux intentions, à la planification, au calcul, qu'on ne peut pas avoir prise sur lui comme on peut pour la nourriture. On contrôle strictement ce qui rentre dans le corps, tous les régimes diététiques, ou bien les exercices physiques que l'on essaye d'intégrer à sa discipline quotidienne. Le sommeil est en gros quasiment absent de toutes les traditions canoniques de perfectionnement de soi, hein, dans les traditions. Alors, une fois qu'on en arrive aux traditions religieuses, c'est catastrophique. Hein. Et pour rappeler la liturgie catholique qui oblige à tout lever toutes les 3 heures, on est un lion croyant au milieu de la nuit, épuisé pour prier, avec un sommeil assuré. C'est pire que d'avoir des nouveau-nés jumeaux les 2 premières années. Il y avait une négligence délibérée, probablement éprouver la foi du bon chrétien, qui consistait dans l'Église catholique à saboter les rythmes naturels du sommeil. Bon, on était encore un pas en arrière par rapport aux exercices de développement spirituel élaborés dans les traditions grecques et chinoises. Voilà pour un bref condensé de ce qu'on pourrait appeler une petite phénoménologie du sommeil. J'aborde maintenant un second point qui est l'enjeu du sommeil, plus globalement, du point de vue social et politique. Parce que le sommeil reste un enjeu thérapeutique, cognitif, mais aussi un enjeu de santé physique et mentale pour toute une société. Et là, il faut signaler un autre paradoxe de taille. Donc le premier paradoxe, c'est que quand on veut dormir, le sommeil souvent nous échappe. Quand on réalise l'importance du sommeil, c'est là qu'il se met à devenir capricieux. Et plus les gens font d'efforts pour dormir, hein, moins ils parviennent à s'endormir. Ce qui est assez frustrant, puisqu'on nous a toujours appris qu'avec l'effort, l'opiniâtreté, la persévérance, on arrivait à bout de ce que l'on recherchait, que ceux qui renonçaient facilement n'étaient pas couronnés de succès, et c'est exactement le contraire dans le monde de la nuit. Hein. Quand on lâche et qu'on cède, finalement, on s'endort plus facilement. La preuve, c'est que beaucoup de gens se disent « bon, bah tant pis, je renonce à dormir », et si ce renoncement est authentique, souvent, ils ont une chance de s'endormir à l'improviste. Mais si vous vous dites je fais semblant que je ne vais pas dormir en espérant secrètement que je vais m'endormir, très très bien, ben, je vais m'habiller, je vais mettre ma cravate à 3 heures du matin, je vais me remettre à mon bureau, je vais me donner une tonne de travail, et secrètement j'espère m'endormir, déjà ça ne marche plus. Il est très dur de se duper soi-même, hein, même quand on est de mauvaise foi. Alors, maintenant, le second paradoxe dont je voudrais vous parler, c'est que dans les sociétés post-industrielles, au moins pour les classes moyennes et supérieures, on a accédé depuis très peu, dans l'histoire humaine, à des conditions extraordinairement privilégiées pour dormir. On ne se rend pas compte de ce qu'a été le sommeil dans les sociétés traditionnelles, dans les sociétés primitives et dans les sociétés jusqu'à l'Ancien Régime, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Les gens dormaient souvent sans lit, par terre, attaqués par les vermines, les insectes, les moustiques, les bêtes fauves, avec la peur d'agressions physiques, d'incendies, qui était une source de disruption, d'interruption,
d'insécurité et de stress, qui déclenchaient des processus liés aux neurorécepteurs et à l'adrénaline, à la noradrénaline, etc., qui empêchaient un sommeil de qualité de s'installer avec évidemment une hausse de la température du corps, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, etc. C'était un enfer. Aujourd'hui, quand on ne se rend pas compte historiquement le miracle que représente le fait d'avoir une chambre à soi, un lit, de pouvoir réguler à peu près la température, sauf au cas de canicule extrême. Mais c'est une condition historique quand on a été libéré des agressions physiques et des agressions du dehors qui est fantastique. Et je dis de façon d'autant plus convaincue qu'il y a toujours des râleurs pour nous expliquer que depuis les chemins de fer, depuis la catastrophique invention de Thomas Edison, qu'on appelle l'électricité, les rythmes circadiens ont été bousillés, que nous produisons de la mélatonine plus tard, que nous recevons des faux signaux avec la lumière artificielle, etc. Oui, mais quand même, l'électricité a permis un sentier à déclencher par des voies très, très faiblesses, mais un sentiment de sécurité, contrairement aux villes qui étaient plongées dans l'obscurité totale auparavant, et a aussi favorisé beaucoup de structures favorisant le sommeil individuel. Le sommeil individuel, seul ou en couple en sous-chambre, c'est aussi presque une anomalie d'un point de vue historique. Il y a encore beaucoup de sociétés où on aura 8 ou 10 dans le même lit ou sur la même natte. Et aujourd'hui, alors évidemment, ça a son prix à payer. On est devenu très petit. Quand le conjoint ronfle, on râle ou on le pousse. Mais avant, il fallait savoir que quand on est à 6 ou 7, il y en a toujours un qui vomit, qui ronfle, qui se gratte, qui se relève, qui fait du bruit. Les parents qui copulent à côté de l'enfant qui dort dans le même lit. Alors ça, c'était une source de névrose très disputée dans les traités médicaux anglais, français et américain. C'est à partir de ce moment-là, vers le XVIIIe siècle, qu'on dit, alors pour des raisons diverses, il faut que l'enfant soit isolé seul dans sa chambre. Grand trauma qui fait qu'ensuite, on dit, c'est à dormir. C'est un tarade, il y a une coupure, mais c'est quelque chose de violent pour l'enfant. Il y a eu des discours médicaux qui ont très bien théorisé qu'un enfant doit dormir seul. D'abord, parce on a dit d'abord parce qu'il gênait la vie sexuelle des parents et qu'ensuite ça empêchait les parents de se reproduire, qu'ils étaient frustrés la journée. Ensuite on a dit parce que l'enfant va regarder des choses qu'il ne devrait pas regarder, soit il risque d'être écrasé ou broyé par les parents qui font leur premier ménage à côté. Je les ai lues, toutes ces pages, elles sont fascinantes. Ensuite, avec le freudisme, c'est un peu différent, parce qu'on dit, ah oui, alors l'enfant, il va commencer à découvrir son propre corps sans gêne et sans surveillance, donc il faut le faire dormir avec ses cousins, ses frères et sœurs. Ensuite, les médecins disent, non, parce que c'est là où les pratiques d'onalisme commencent, justement, c'est à 2 ou à 3 dans le même lit, donc pour le réintègre seul, il y a des modes qui changeaient sans arrêt, pour savoir comment isoler les gens. Mais enfin, pour ressaisir de façon synthétique le propos, le sommeil, seul en maîtrisant à peu près les conditions du sommeil, les heures du sommeil, la longueur du sommeil, et surtout en se prémunissant de sources de danger et d'agression extérieure, est quelque chose de miraculeux. Où est le paradoxe là-dedans? C'est que, paradoxalement, on n'a jamais aussi mal dormi que dans les sociétés contemporaines. Il y a des alertes de l'OMS qui parlent de pandémie de manque de sommeil. Alors, à quoi est due cette pandémie? À quoi est due cette sorte de malaise dans la civilisation? C'est ce qu'on peut parcourir rapidement dans la suite de cet exposé. C'est vrai qu'on sait, dans nos sociétés modernes et post-industrielles, la plupart d'entre nous se sont libérés du rythme des offices religieux. Il n'y a qu'à voir OSS 117 quand il entend le Menzuin au Caire qui va
qui va faire un sondage dans le minaret en coupant les consonnes, on comprend qu'il y a une certaine déconnexion pour beaucoup des liturgies religieuses. C'est la fin du travail servile, parce qu'une des plus grandes souffrances pour les esclaves, un traité sur, par exemple, les esclaves dans les plantations américaines, c'était le manque de sommeil, 3 à 4 heures de sommeil seulement, où les gens s'effondraient, et les pires sévices physiques, le plus grand nombre de coups de fouet, il est toujours donné à quelqu'un qui dormait alors qu'il ne devait pas dormir. Alors, on s'est libéré de ces cauchemars pour beaucoup d'entre nous, et pourtant, ce manque de sommeil se répand partout, dans les pays riches, mais pour les classes moyennes et supérieures, bien que une sociologie élémentaire du sommeil nous montre quand même que les pauvres, globalement, sont plus pénalisés, mais pour des raisons de pression extérieure. Alors l'enjeu est considérable depuis qu'on sait à peu près depuis les années 60 ou 70 précisément pourquoi on dort. Alors, si vous aviez demandé à saint Thomas d'Aquin ou à Philippe le Bel ou à Louis XIII pourquoi ils dormaient, tout le monde lui aurait répondu, on dort parce qu'on est fatigué, on dort parce qu'on a besoin de retrouver des forces. C'est un raisonnement, mais qu'est-ce qui se passe exactement, On s'est longtemps demandé, jusque dans les années 60-70, s'il était possible, en fait, d'éviter de dormir. Si on avait vraiment besoin de dormir. Alors, il y en a encore qui pensent ça. L'armée américaine a consacré des millions de dollars à l'étude du cerveau de petits oiseaux qui peut ne pas dormir pendant 50 jours de suite pendant une migration, en se disant si nos soldats pouvaient faire la même chose et ne pas s'endormir, on ne peut pas. Voilà. On sait que, par exemple, les soldats ukrainiens sont épuisés parce qu'il n'y a pas de rotation au front pour épargner la jeunesse, et que c'est un des grands problèmes qui sévit dans la combativité des forces ukrainiennes, vraiment aux forces russes. On connaît aujourd'hui donc de façon très précise les bienfaits du sommeil sur le corps et sur le cerveau en particulier. Alors je distingue toujours un peu le corps du cerveau. Le cerveau vient dans le corps. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était le cas. Mais évidemment, il a des fonctions tellement plus complexes et parfois décorrélées de simples processus physiologiques qu'on peut quand même faire une table de distinction et de différents quoi. En tout cas, ont été étudiés sur des centaines de milliers de patients par des expérimentations très diverses aujourd'hui, tout l'impact du manque de sommeil au niveau cellulaire, au niveau physiologique, au niveau du métabolisme, et évidemment les données sont assez effrayantes. C'est pour ça que j'ai cru faire œuvre de salubrité publique en faisant circuler ce document et en le mettant en ligne, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire des milliers de pages sur les études du sommeil. J'ai trouvé qu'un résumé synthétique que j'ai fait moi-même, je ne l'ai pas fait par intelligence artificielle, je tiens à le dire, me semble important. Ça fait partie, en fait, je trouve que toute personne aujourd'hui dans sa bibliothèque devrait avoir un minimum de culture scientifique sur l'exercice physique, sur la respiration, sur la nourriture et sur le sommeil. Pour moi, ce sont les 4 choses, et je ne dirais même pas que ce sont les 4 piliers. Je dirais que le sommeil, comme j'en discutais avec Rob tout à l'heure, est le socle et la pierre de fondation sur lesquels s'édifient ensuite les 3 autres piliers de l'exercice, de la respiration et de la nourriture. Alors, pourquoi est-ce que les gens dorment si mal dans les sociétés défavorisées comme dans les sociétés post-industrielles, libérales et relativement aisées? On distingue partout une privation pathologique de sommeil. Alors, évidemment, la première chose, c'est qu'il y a des contraintes imposées par les circonstances. Bon. S'il y a les moustiques partout, vous ne pouvez rien y faire. Par la position sociale, vous êtes veilleur de nuit, c'est quand même difficile de ne pas avoir votre vie bousillée par l'absence de sommeil, sauf si vous êtes complètement misanthrope et vous voulez dormir 12 heures par jour. Donc les employeurs, le type de travail engagé, mais au-delà de ça, il ne faut pas être trop complaisant, il y a une discipline propre, des habitudes personnelles,
qui comptent, qui doivent rentrer en ligne de compte, mais il y a également des normes plus ou moins visibles qui exercent une pression jusque dans l'intimité de la chambre à coucher. Et là, qui relèvent de décisions tout à fait individuelles ou familiales. Alors, dans les raisons, les raisons pour lesquelles la nef est priée de sommeil, si on commence par la pire, je vous le donne en mille, c'est pas du tout le sujet de ces conférences, mais c'est pas le pire, c'est la torture. La privation de sommeil est une des tortures les plus ignobles que l'on puisse infliger à un être humain. Je dis ignoble parce que d'abord, elle ne laisse pas de traces visibles, contrairement aux coups, aux mutilations, et elle vous bousille un cerveau pour longtemps jusqu'à pouvoir faire mourir un être. On meurt de l'absence de sommeil. C'est quelque chose, quand on lit des rapports d'Amnesty International, qui est pratiqué à large échelle, et même par le cher compatriote américain, qui a été extrêmement bien documenté à Guantanamo et à Abu Ghraib, de façon un petit peu honteuse pour une démocratie. Je dirais que dans un ordre un peu inférieur, alors notamment les privations de sommeil dans ces centres-là, c'était mettre du heavy metal à des décibels insupportables toute la journée, toute la nuit, et réveiller des gens dès qu'ils sont dès qu'ils s'évanouissent. Bon, mais tout le monde n'est pas voilà, cette pandémie qui est au sommeil n'est évidemment pas liée à ces cas heureusement minoritaires. Il y a des conditions précaires pour beaucoup de travailleurs. Nous sommes ici en milieu hospitalier et médical. On sait très bien que beaucoup de héros du monde médical enchaînent des nuits blanches. Ça fait partie du travail. Comme pour les militaires et les médecins, sont les premiers héros de ce monde social où on lutte contre le sommeil, où on fait des gardes prolongées. Et évidemment, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Pour les militaires, encore, on peut comprendre qu'on tire dessus qu'il ne faut pas s'endormir, mais dans le milieu médical qui, justement, est chargé d'étudier les bienfaits et les méfaits du sommeil, l'absence de sommeil est toujours quelque chose d'étrange. Les rythmes scolaires sont évidemment très mal adaptés au rythme circadien des adolescents, qui fait que des adolescents, j'en ai 3, merci, que je connais, sont toujours fatigués. Pour d'excellentes raisons. D'abord parce qu'ils ne sont pas disciplinés, mais ensuite parce que précisément ils ont leur rythme circadien se déplace vers des horaires tardifs. Ils ne peuvent pas avoir sommeil avant minuit ou 1h du matin. Certains disent même que, alors se lever tôt est un supplice, certains pensent même que c'est une ruse de la nature pour permettre une émancipation psychologique des adolescents qui veillent après leurs parents, qui à 40 ans ou 50 ans sont complètement endormis vers 10h, 11h maximum et laissent donc cet espace de liberté aux adolescents. Bon, ça ce sont des spéculations. Oui. Circadien, c'est quoi exactement? En fait, le rythme circadien, c'est notre rythme biologique qui fait qu'on est en situation d'éveil, en situation d'endormissement, selon plusieurs signaux, notamment la lumière, mais pas uniquement. Donc on est réveillé, donc c'est notre rythme circadien, c'est ce rythme biologique, c'est notre horloge biologique qui est profondément altérée par les voyages avec du décalage horaire, par exemple, mais aussi par l'heure d'été. Donc je passe. La torture, les conditions de travail, l'évolution des rythmes circadiens dans la vie, mais il y a d'autres sources d'excitation, de saturation cognitive et d'hypervigilance qui sabotent le sommeil dans les sociétés contemporaines. Alors oui, il est vrai qu'il est difficile de trouver un consensus parmi les médecins. Une des hypothèses quand même assez large sur la dégradation du sommeil dans les sociétés modernes est liée à 4 facteurs. L'électricité, donc depuis les inventions d'Edison, la caféine est assimilée, les caféine, Red Bull, tout ce que vous voulez, le tabac et l'alcool. Et enfin, certains disent aussi la lumière bleue. C'est-à-dire les lumières LED de tous les écrans qui correspondent au spectre bleu de la lumière, mais qui inhibent la production de mélatonine.
Alors personnellement, moi je suis insensible à la lumière bleue. Donc je vous donne cet argument qui correspond à des études bien faites. Et moi je peux m'endormir devant l'ordinateur sans la moindre difficulté. En tout cas, si je vous donne ces facteurs, c'est juste pour résumer les listes de choses connues, c'est pour vous montrer que toutes ces choses-là participent d'une idéologie très puissante de l'hyperproductivité, de cette vie soi-disant pleine ou plénière qui cherche à faire toujours plus, avec une intégration de l'impératif de croissance interprété comme une colonisation de tous les espaces de détente, de repos et de sommeil. Hein. Vous avez souvent, j'imagine, entendu des gens dire « moi je dormirai quand je serai mort », etc. Ou sous-entendre que ceux qui dorment, c'est les faibles, ceux qui font des siestes, c'est les paresseux, c'est les Portugais, les Italiens et les Grecs, hein, mais on est des Vikings, on est des guerriers, on est des gens du Nord, avec 1000 variations possibles dans ce genre de discours, mais c'est quelque chose qui, dans le monde des affaires, dans le monde des entreprises, est très présent, et j'aimerais vous montrer le fait de cette sorte d'arrogance vis-à-vis du sommeil. Hein. C'est ce que j'ai appelé dans des travaux récents l'éthique musculaire du non-dormeur. Pourquoi musculaire? Parce que c'est justement dans la contraction, dans l'effort, dans la résistance volontaire du corps à l'assoupissement, interprété comme un avachissement, comme une sorte de capitulation honteuse, hein, que se construit l'héroïsme du non-dormeur. Hein. Alors, c'est un discours très répandu, qui a son discours, qui a ses héros, qui a ses formules, qui a ses figures littéraires, qui a sa logique économique, qui a son credo sociétal et son culte de l'individualisme. Alors, on peut prendre plein de figures. Alors, il y a des figures du héros, du surhomme. Vous prenez James Bond. James Bond, vous ne le voyez jamais bâiller, sauf pour montrer à quelqu'un qu'il s'ennuie. Hein. James Bond n'est jamais fatigué. L'autre héros romancier, Victor Hugo ou encore un Balzac, il buvait 25 tasses de café par jour, il écrivait 16 heures par jour. Bon, bah, voilà, c'était un prodige, mais qu'on se modèle sur des gens comme ça, qui sont caractérisés par l'hypervigilance. Hein. Et le gros dormeur, c'est Oblomov dans la littérature russe, c'est le paresseux, c'est l'indolent. Hein. Il y a rarement une sorte d'intelligence, des bénéfices extraordinaires à tirer du sommeil. Hein. Mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas beaucoup d'histoire. Par exemple, je vous dis Pétisol, l'électricité, donc hypervigilance, sabote les rythmes biologiques. Vous savez ce que faisait Pétisol? Il faisait de courtes siestes et il tenait des boules en métal qu'il laissait tomber et qui, à un moment donné, tombaient dans une bassine. Et le tintamarre le réveillait. Or, à quel moment on lâche ce qu'on tient quand on arrive dans une phase de sommeil paradoxal? Pour le sommeil paradoxal, comme on est en plein délire hallucinatoire à l'intérieur, il y a une sorte d'atonie, de perte complète du tonus dans le corps, sauf pour les fonctions évidemment digestives ou respiratoires, et qui fait que ce manque de tonus nous empêche de nous lever et d'aller donner des coups de poing à tout le monde ou de se jeter par la fenêtre si on suivait la logique dynamique du rêve. Donc c'est une protection du corps, hein, cette perte de tonus. Mais c'est le moment où le cerveau est le plus éveillé dans le sommeil paradoxal, là où les rêves sont le plus actifs. Et donc si on relâche la cuillère à ce moment-là, on bénéficie des effets sur le cerveau de cette phase-là, et c'est là où on est le plus créatif et on arrive à résoudre le plus de problèmes. Donc les scientifiques ont réussi à exploiter volontairement cette phase de l'activité cérébrale qui est propice notamment à la résolution des problèmes et à la créativité. Par exemple, la table d'érudite de Mendeleev, hein, elle était pour ce savant russe une véritable torture. Il raconte notamment comment c'est à chaque fois en rêvant et en s'endormant qu'il arrivait à reconstituer petit à petit cette table qui lui échappait. Qu'elle ne voyait pas la cohérence entre les éléments chimiques et la logique de continuité. Alors, malgré tout, hein, malgré ce potentiel extraordinaire du cerveau quand nous dormons, le sommeil continue d'être stigmatisé comme une sorte de paresse. Hein. Se vanter de dormir peu, hein,
est devenue une formule relativement courante pour montrer son implication, son dévouement et son espèce de performance supérieure au nom d'un impératif de productivité. Il y a en ce sens, je dirais dans les sociétés modernes, une sorte de glorification de l'insomnie volontaire, hein, qui caractérise les types musculaires. Même j'ai vu, ils ont fait des études aux États-Unis, je voyais des gens se vanter de ne jamais dormir et de ne jamais prendre de vacances. Mais à quoi bon? J'étais déjà sceptique, mais ça fait partie d'un credo de valeurs supérieures qui sont profondément démenties par toutes les expériences sur le sommeil depuis un demi-siècle. Mais nous sommes habitués à valoriser l'acharnement, la résistance, la domination de l'esprit sur le corps, la contraction contre le relâchement. Dormir est une faiblesse et résister au sommeil serait d'un mérite. C'est là où on peut parler de l'apparition de ce nouveau type qu'on pourrait appeler des insomniaques volontaires. Alors qu'est-ce que l'insomnie exactement? Il me reste un petit peu de temps. Pas grand-chose. Pas grand-chose, hein. Peut-être qu'il aurait fallu nous avec un. C'est Parce qu'après, il y a les consuls et tout ça. Bah oui. Alors, je peux aller vite. Qu'est-ce que l'insomnie exactement? L'insomnie, c'est l'aptitude, c'est une incapacité à générer un état de sommeil en dépit du fait qu'on se laisse suffisamment de temps et l'occasion de dormir. Malgré tout, la quantité et la qualité du sommeil sont inadéquats. Donc l'insomnie n'est pas du tout synonyme du manque de sommeil dans les sociétés où parfois les gens qui ont des raisons extérieures n'arrivent pas à dormir. Hein. La privation de sommeil, c'est différent. C'est ne pas se donner l'opportunité de dormir correctement et à suffisance. C'est pour ça que je parle d'insomniaque volontaire, parce qu'il y a aujourd'hui, depuis un siècle aujourd'hui, un régime de vie caractérisé par le refus de céder au sommeil. Hein. Quand il a quitté la Maison Blanche, Elon Musk a dit retour aux affaires, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à dormir simplement peu de temps sur mon bureau. Et il pense être un héros en disant ça. C'est encore ce credo que l'on charrie, hein, avec cette pression interne plus ou moins consciente. Hein. Ouais. J'en arrive à la conclusion tout de suite. La vérité est que on est face à deux choix fondamentaux. Soit une éthique du sommeil, soit une éthique musculaire de l'hypervigilance. Elle se traduit très simplement dans des choix que nous prenons tous les jours. Quand vous avez sommeil, soit vous prenez un café, soit vous allez faire la sieste. Ce que je veux montrer, c'est que les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes. Si vous prenez un café, vous bloquez évidemment l'adénosine, qui est le signal qui nous dit j'ai sommeil, il faut dormir. Vous l'occultez, il revient plus fortement après. Vous pouvez vous dire aussi, devant les problèmes de sommeil, les insomniaques c'est un faute, ils vont venir prendre des somnifères. Alors les somnifères, on a bien étudié l'effet, en fait c'est une sédation du cerveau qui imite le sommeil naturel, mais ne restitue jamais les ondes cérébrales qui participent des bienfaits du sommeil. La vérité, c'est qu'aucune poudre, aucune pilule et aucun effort de la volonté ne pourra jamais remplacer le sommeil manquant. Les fonctions supérieures du cerveau, l'apprentissage, la mémoire, la stabilité émotionnelle, le raisonnement complexe, des processus de décision sont irrémédiablement compromis par l'absence de sommeil. Merci beaucoup.